Avez-vous déjà survécu à quelque chose qui aurait dû vous tuer? Une voiture qui a pilé à quelques centimètres de vous? Une maladie dont vous vous êtes miraculeusement remis? Un instant où vous auriez pu tomber, glisser, perdre le contrôle, mais ne l'avez pas fait. Nous appelons ça de la chance, un hasard, un miracle. Mais selon certains physiciens, ce n'est peut-être pas du tout un hasard. Dans un autre univers, vous n'avez pas survécu. Le camion ne s'est pas arrêté. Vous êtes tombé, votre cœur a lâché. Sauf que vous ne pouvez pas le savoir. Parce que votre conscience ne peut exister que dans les réalités où vous êtes vivant, toujours, sans exception. Cela s'appelle l'immortalité quantique. Une théorie issue de la mécanique quantique qui suggère que vous ne mourrez jamais. Du moins, pas de votre propre point de vue. Chaque fois que la mort devient possible, l'univers se divise. Vous mourrez dans certaines branches, vous survivez dans d'autres. Et votre conscience suit toujours, obligatoirement, le chemin de la survie. Bienvenue dans l'une des idées les plus vertigineuses de la physique moderne. Avant d'aller plus loin et de plonger dans cette idée qui va bouleverser votre perception de la réalité, je vous invite à vous abonner à la Science Assoupie et à appuyer sur j'aime. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien changer votre façon de voir chaque instant de votre existence, chaque respiration que vous prenez, chaque battement de votre cœur. Pour comprendre l'immortalité quantique, nous devons d'abord rencontrer le félin le plus célèbre de la physique. En 1935, le physicien autrichien Erwin Schrödinger propose une expérience de pensée qui va hanter les esprits pendant des décennies. Imaginez une boîte scellée, hermétique, impénétrable au regard. À l'intérieur, un chat ordinaire, vivant, respirant. Avec lui se trouve un dispositif diabolique. Un flacon de poison mortel, un marteau suspendu au-dessus, un détecteur Geiger hypersensible, une minuscule quantité de matière radioactive, peut-être quelques atomes seulement. Le mécanisme est simple et terrifiant. La désintégration d'un seul atome déclenche le détecteur instantanément. Un signal électrique part, le marteau tombe, le verre se brise en 1000 éclats. Le poison se répand dans l'air confiné de la boîte. Les vapeurs toxiques envahissent les poumons du chat. En quelques secondes, son cœur s'arrête. Maintenant, voici où les choses deviennent véritablement étranges, où notre intuition du monde quotidien commence à se fissurer. La désintégration radioactive est un événement quantique. Dans le monde quantique, les règles changent complètement. Selon les lois de la mécanique quantique, avant qu'on observe le système, l'atome existe dans une superposition d'états, désintégrés et non désintégrés simultanément. Les deux possibilités cohabitent, se chevauchent, forment une réalité floue où rien n'est encore décidé. Le chat lui-même existe dans deux états impossibles à la fois, vivant et mort, respirant et immobile, conscient et inerte. Les deux réalités coexistent dans une danse quantique jusqu'à ce qu'un observateur ouvre la boîte. À cet instant précis seulement, le système choisit. La fonction d'onde s'effondre comme un château de cartes. Le chat devient définitivement, irrévocablement vivant ou définitivement mort. Jamais les deux. Schrödinger n'a jamais voulu prouver qu'un chat pouvait être vivant et mort simultanément. Son expérience était une critique acerbe de l'interprétation de Copenhague, l'explication dominante de la mécanique quantique à l'époque. Cette interprétation, développée par Niels Bohr et Werner Heisenberg, affirme qu'une particule quantique existe dans tous ses états possibles jusqu'à l'observation. À ce moment, la fonction d'onde s'effondre et la particule adopte un seul état définitif. Pour Schrödinger, appliquer cette logique au monde macroscopique menait à l'absurde. Un chat ne peut pas être vivant et mort en même temps. C'est ridicule, impossible. Pourtant, c'est exactement ce que prédisent les équations. Le paradoxe révèle un problème fondamental. Comment passe-t-on du monde quantique, où tout est possible, au monde classique que nous observons, où un chat est soit vivant, soit mort? C'est le problème de la mesure. Le moment où le possible devient réel. Le moment où l'univers choisit. Qu'est-ce que cela signifie vraiment, observer? Le détecteur Geiger à l'intérieur de la boîte compte-t-il comme observateur? Faut-il en être conscient? Le chat lui-même ne peut-il pas observer son propre état? Ces questions semblaient insolubles. Jusqu'à ce qu'un jeune physicien américain propose une solution radicale qui va tout changer. En 1957, Hugh Everett, alors doctorant à Princeton, avance une idée si audacieuse que la plupart de ses collègues la rejettent immédiatement. L'univers ne choisit jamais. Au lieu de s'effondrer en un seul état, la fonction d'onde continue d'évoluer dans toutes ses possibilités. Chaque résultat possible d'un événement quantique se réalise dans un univers différent. C'est l'interprétation des mondes multiples. Selon Everett, à chaque événement quantique, l'univers entier se divise, se ramifie, comme un arbre qui pousse des branches à l'infini. Dans le cas du chat de Schrödinger, il n'y a pas d'effondrement de la fonction d'onde, seulement une séparation, une bifurcation de la réalité. Dans un univers,
l'atome ne se désintègre pas et le chat vit. Dans l'autre, l'atome se désintègre, le marteau tombe, le poison se répand, le chat meurt. Les deux univers sont aussi réels l'un que l'autre. Ils coexistent dans des branches distinctes de la fonction d'onde universelle. Nous, les observateurs, nous nous divisons également. Deux versions de vous existent maintenant. Une ouvre la boîte et trouve le chat vivant. L'autre découvre le cadavre. Les deux versions sont vous. Toutes les deux continuent d'exister, mais dans des réalités qui ne peuvent plus communiquer entre elles. Cette interprétation résout le problème de la mesure d'une manière élégante mais vertigineuse. Il n'y a pas d'effondrement mystérieux de la fonction d'onde. Pas de moment magique où le possible devient réel. Tout reste en superposition. Nous, les observateurs, nous nous divisons simplement avec l'univers. Nous ne pouvons percevoir qu'une seule branche à la fois. Notre réalité subjective suit un seul chemin dans l'arborescence infinie des possibles. Chaque autre chemin existe bel et bien quelque part. Pour Everett, cette théorie garantissait une forme d'immortalité. Sa conscience, croyait-il, était liée à chaque ramification et suivait toujours le chemin qui ne menait pas à la mort. Il n'a jamais publié cette conclusion. Ses biographes rapportent qu'il y croyait fermement, tellement qu'il ne s'inquiétait guère de son mode de vie peu sain qui allait le mener à une mort prématurée. Dans cette branche de l'univers, du moins. Pendant des décennies, l'idée d'Everett reste dans l'ombre, reléguée aux marges de la physique théorique. Trop étrange, trop spéculative, trop difficile à accepter pour des esprits formés à la rigueur scientifique. Jusqu'à ce qu'en 1998, un physicien du MIT nommé Max Tegmark décide de pousser la logique des mondes multiples jusqu'à son extrême le plus vertigineux. Il conçoit une expérience de pensée qu'il appelle le suicide quantique. Cette expérience va transformer une abstraction mathématique en quelque chose de viscéralement réel. Imaginez un pistolet très spécial, conçu avec une précision diabolique. Il est connecté à un détecteur quantique ultra sensible qui mesure le spin d'une particule subatomique, peut-être un électron isolé dans une chambre à vide. La particule tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et un circuit s'active. Un mécanisme se déclenche, le percuteur frappe la cartouche, la balle part à une vitesse fulgurante. Elle tourne dans le sens inverse et rien ne se passe. Le pistolet reste silencieux, inerte. Vous positionnez ce pistolet contre votre tempe, le métal froid pressé contre votre peau. Votre doigt tremble sur la gâchette. Vous appuyez. Selon l'interprétation de Copenhague, la physique orthodoxe enseignée dans toutes les universités, vous avez une chance sur deux de mourir. 50% de probabilité que votre cerveau explose. 50% de survie. C'est du hasard pur. Répétez l'expérience 10 fois et vos chances de survie tombent à moins d'0,1%. Une probabilité infime. Répétez-la 100 fois et votre mort devient une certitude statistique aussi inébranlable que les lois de la thermodynamique. L'interprétation des mondes multiples propose quelque chose de radicalement, fondamentalement différent. L'univers se divise. Dans une branche, la particule tourne dans un sens, le pistolet tire, vous mourrez. Dans l'autre branche, la particule tourne dans l'autre sens, le pistolet ne tire pas, vous vivez. Voici le point crucial. Dans la branche où vous mourrez, il n'y a plus de conscience pour observer quoi que ce soit. Votre expérience s'arrête net, comme une lumière qu'on éteint. Dans la branche où vous survivez, votre conscience continue. Vous êtes toujours là pour appuyer à nouveau sur la gâchette. Le processus se répète. L'univers se divise encore. Une version de vous meurt, une autre version survit. De votre point de vue subjectif, vous ne pouvez jamais expérimenter la mort. Pour expérimenter quelque chose, il faut être conscient. La mort signifie l'absence de conscience. Donc la seule réalité que vous pouvez jamais percevoir est celle où vous continuez de vivre. Répétez l'expérience 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois. De votre perspective, vous survivez toujours. Contre toute probabilité, contre toute logique, vous devenez le témoin d'une série de miracles impossibles. Le pistolet ne tire jamais, du moins pas dans la branche que votre conscience habite. C'est l'immortalité quantique. Vous ne pouvez jamais mourir de votre propre point de vue. À chaque instant où la mort devient possible, l'univers se divise. Votre conscience suit toujours, nécessairement, inévitablement, le chemin où elle continue d'exister. Pourquoi ne sommes-nous pas tous immortels alors ? Pourquoi les gens meurent-ils autour de nous ? Pourquoi vieillissons-nous ? Pourquoi nos corps se détériorent-ils ? La réponse tient au rôle de la conscience dans cette équation. La mécanique quantique a toujours eu un problème avec l'observation, l'effet observateur. Le simple fait de mesurer une particule quantique change son comportement. Dans l'expérience des fentes de Young, des particules de lumière se comportent comme des ondes et créent un motif d'interférence quand elles passent à travers deux fentes. Dès qu'on installe un détecteur pour observer par quelle fente passe chaque photon, le motif d'interférence disparaît. Les particules se comportent soudain comme des particules et non comme des ondes.
L'acte d'observation a changé la réalité. Qu'est-ce qu'un observateur? Faut-il une conscience? Un être humain qui regarde? Un simple détecteur suffit-il? Les physiciens débattent de cette question depuis près d'un siècle. Certains, comme Eugene Wigner, ont suggéré que la conscience joue un rôle fondamental. C'est l'esprit conscient qui fait s'effondrer la fonction d'onde. D'autres rejettent cette idée comme étant mystique et non scientifique. N'importe quelle interaction physique constitue une mesure. Un détecteur électronique suffit. Pas besoin d'âme ou d'esprit. Dans le contexte de l'immortalité quantique, cette question devient existentielle. La conscience détermine-t-elle quelle branche de l'univers vous habitez? Qu'est-ce que la conscience exactement? Est-elle localisée dans votre cerveau? Dans vos neurones? Dans les connexions synaptiques? Ou est-elle quelque chose de plus fondamental, qui peut naviguer entre les branches de la réalité? Tegmark lui-même ne prétend pas que la conscience possède des propriétés magiques. Il note simplement que dans l'interprétation des mondes multiples, il y a une asymétrie étrange. De votre point de vue, vous ne pouvez jamais observer votre propre mort. Vérifier quoi que ce soit nécessite d'être conscient. La mort signifie l'absence de conscience. Donc, de votre perspective subjective, il existe toujours au moins une branche de l'univers où vous continuez. Cette branche est aussi réelle que toutes les autres, selon l'interprétation des mondes multiples. Elle existe. Vous existez dedans, en train de lire ces mots, en train de vous demander si c'est déjà arrivé. Votre conscience a-t-elle déjà sauté sans que vous le sachiez? Pensez au moment de votre vie où vous avez frôlé la catastrophe. Cette voiture qui a pilé au dernier moment. Cette maladie dont vous vous êtes miraculeusement remis. Cet instant où vous auriez pu tomber, mais ne l'avez pas fait. Selon l'immortalité quantique, ce ne sont pas des coïncidences ou des miracles. Ce sont les branches de l'univers que votre conscience habite. Les seules branches où vous pouvez continuer d'exister. Dans une autre branche, la voiture ne s'est pas arrêtée. Vous êtes mort sur le coup. Vos proches pleurent. Votre histoire s'est terminée. Vous n'êtes pas là pour le voir. Vous êtes ici, dans cette branche. Celle où, contre toute attente, vous avez survécu. Selon cette théorie, vous survivrez toujours de votre propre point de vue. L'alternative, la mort, est par définition quelque chose que vous ne pouvez jamais expérimenter. Cette idée séduisante et terrifiante rencontre un obstacle de taille. Cet obstacle vient de celui-là même qui l'a popularisée, qui l'a introduite dans l'imaginaire collectif et scientifique. Max Tegmark a changé d'avis. Après avoir formalisé l'expérience du suicide quantique dans un article qui a fait le tour du monde scientifique, après avoir fait réfléchir des milliers de physiciens et de philosophes pendant des années, après avoir provoqué des débats enflammés dans les conférences et les revues spécialisées, Tegmark a reconnu une faille fondamentale dans le raisonnement initial. Une faille si évidente rétrospectivement qu'elle remet en question toute la construction. La mort n'est pas binaire. Ce n'est pas un interrupteur qu'on éteint d'un coup sec. Vous n'êtes pas vivant puis mort en une fraction de seconde, comme une lumière qui s'éteint. La mort est un processus, un continuum, une dégradation progressive, inexorable, de la conscience qui se dissout lentement dans le néant. Dans l'expérience du suicide quantique, tout repose sur une transition brutale et instantanée. Le pistolet tire ou ne tire pas. Vous mourrez ou vous vivez. C'est clair, net, binaire. Dans la vraie vie, les choses ne se passent jamais ainsi. Même une balle dans la tête met du temps à détruire le cerveau. Des milliards de temps de Planck, l'unité quantique la plus petite du temps. Pendant ce processus, votre conscience ne disparaît pas d'un coup. Elle diminue, s'estompe, se fragmente. Neurone par neurone, synapse par synapse, votre sens du moi se désintègre graduellement. La conscience est émergente, née de l'interaction de milliards de cellules nerveuses. Il n'existe donc pas de frontière claire entre être vous et ne plus être vous. Pas de moment précis où votre identité s'arrête. Pas de ligne de démarcation nette entre la vie et la mort. David Wallace, philosophe des sciences et partisan des mondes multiples, va encore plus loin. La conscience n'est pas localisée en un point unique du cerveau. Elle est une propriété émergente, holiste, distribuée à travers des groupes de neurones. Votre conscience ne peut donc pas s'éteindre comme une lumière, ni sauter proprement d'une branche de l'univers à une autre. Au lieu de cela, elle diminue exponentiellement, s'efface progressivement jusqu'à devenir, pour toute fin pratique, inexistante. L'immortalité quantique suppose que votre fil de conscience suive uniquement les branches où vous restez pleinement vivant. Qu'en est-il des branches où vous êtes légèrement endommagé, où votre cerveau est partiellement détruit, où vous existez dans un état végétatif, où votre conscience a diminué sans complètement disparaître? Selon quelle logique votre identité éviterait-elle ces branches? Pourquoi sauteriez-vous seulement vers les univers où vous êtes intact? Tegmark lui-même le reconnaît. Lorsque nous vieillissons, nos cellules cérébrales meurent graduellement. Notre conscience ne s'éteint pas brutalement. Elle faiblit petit à petit. La mort finale devient alors presque anticlimatique,
comme une amibe qui cesse simplement d'être. Pas de moment dramatique, pas de frontières claires, juste une disparition progressive. Puis, il y a la question de la mesure, l'amplitude de probabilité dans la fonction d'onde. Chaque fois que vous survivez à un événement qui aurait dû vous tuer, votre amplitude de probabilité dans la fonction d'onde diminue drastiquement. Vous existez toujours, techniquement, mais avec une mesure beaucoup plus faible qu'auparavant. Vous êtes moins probable, moins réel d'une certaine manière. Selon le principe anthropique, une personne est moins susceptible de se retrouver dans un monde où elle est moins susceptible d'exister. Un monde avec une mesure plus faible a une probabilité plus faible d'être observé. Après l'expérience, vous avez donc une probabilité plus faible d'observer un monde où vous avez survécu qu'avant de commencer. Vous ne devenez pas immortel, vous devenez juste de plus en plus improbable. Qu'en est-il de ces moments où vous avez échappé de justesse à la mort ? Ces coïncidences miraculeuses qui jalonnent votre vie comme des balises lumineuses dans l'obscurité, sont-elles vraiment des sauts entre univers ou simplement de la chance ordinaire, ces probabilités infimes qui se réalisent parfois ? Depuis des décennies, depuis que la médecine moderne a commencé à ramener les gens du seuil de la mort, des milliers de personnes rapportent des expériences troublantes, des expériences de mort imminente. Les statistiques sont frappantes. 12 à 18% des survivants d'arrêt cardiaque décrivent des expériences remarquablement similaires, quelle que soit leur culture, leur religion, leur âge. Une sensation de paix profonde qui envahit tout, chassant la douleur et la peur. Une lumière éblouissante qui ne fait pas mal aux yeux, qui semble émaner de partout et de nulle part. La perception troublante de quitter leur corps et de le regarder d'en haut, comme un spectateur détaché observant une scène de théâtre. Des rencontres avec des êtres de lumière ou des proches décédés depuis longtemps, qui communiquent sans mots, directement, d'esprit à esprit. Un passage en revue de leur vie entière qui se déroule en quelques secondes. Chaque moment, chaque choix, chaque conséquence visible, simultanément. Certains y voient la preuve irréfutable d'une vie après la mort, d'une âme qui persiste au-delà du corps. D'autres, les neuroscientifiques matérialistes, n'y voient qu'une simple hallucination du cerveau mourant, une dernière décharge électrique dans des neurones affamés d'oxygène. L'immortalité quantique offre une troisième explication, quelque part entre la science et le mystère. Ces expériences pourraient être le moment exact où votre conscience bascule d'une branche de l'univers à une autre. Imaginez, vous faites un arrêt cardiaque. Dans la plupart des branches de l'univers, vous mourrez. Votre cerveau cesse de fonctionner. Votre conscience s'éteint. Quelques branches, statistiquement improbables, existent où les médecins vous réaniment. Votre cœur redémarre. Vous revenez à la vie. Selon l'immortalité quantique, votre conscience ne peut habiter que ces branches-là. Elle doit sauter vers elles. Pendant cette transition, pendant ces quelques secondes où votre cerveau oscille entre la vie et la mort, vous vivez une expérience hors du commun. Une expérience que nous appelons mort imminente. Certains témoignages sont troublants. Des gens qui se souviennent d'événements qu'ils n'auraient pas pu voir. Des conversations dans la salle d'opération alors qu'ils étaient cliniquement morts. Des détails précis sur ce qui s'est passé pendant leur inconscience. Comment expliquer cela ? Peut-être que leur conscience, pendant ce bref instant, a eu accès à plusieurs branches simultanément. Elle a observé différentes versions de la réalité avant de se fixer dans celle où elle survit. Des témoignages encore plus étranges existent. Des gens qui jurent que leurs souvenirs ne correspondent pas à ceux de leur entourage. Ils se rappellent d'un accident différent, d'une maladie qui s'est déroulée autrement. Comme si leurs souvenirs provenaient d'une autre branche, d'un autre univers. Est-ce possible ? Selon l'immortalité quantique, oui. Votre conscience saute effectivement entre les branches et pourrait porter avec elle des traces de la branche précédente. Des souvenirs qui ne correspondent plus à cette réalité-ci. Des réminiscences d'un monde où les choses se sont passées différemment. Si cela se produit constamment, si nous sautons entre les branches à chaque instant, comment le saurions-nous ? Comment pourrions-nous même détecter ces transitions ? Nos souvenirs se réécrivent peut-être à chaque saut. Notre histoire personnelle s'ajuste pour correspondre à la nouvelle branche. Nous n'avons aucun moyen de vérifier. Cela nous ramène au problème fondamental de toute cette théorie, le problème de la vérification. Comment testez-vous l'immortalité quantique ? L'expérience du suicide quantique est censée fournir une réponse. Survivre contre toute probabilité, encore et encore, prouverait que l'interprétation des mondes multiples est correcte. Le piège réside dans le fait que votre survie ne prouve rien. Même dans un univers unique, sans branches, sans multivers, il existe toujours une petite probabilité de survie. Gagner à la roulette russe 10 fois de suite est incroyablement improbable, mais pas impossible. Cela arrive une fois sur des milliards de fois. Qu'est-ce que cela démontre ? Une chance extraordinaire ? L'existence du multivers ? Impossible à dire. Les deux explications sont compatibles avec votre expérience. Le physicien Jacques Mallat
a écrit un article démolissant cette idée. Il la qualifie de « sophisme du suicide quantique », une illusion dangereuse qui pourrait pousser des gens à tenter l'expérience. Même si l'interprétation des mondes multiples est vraie, cela ne change rien à vos décisions selon lui. Vous n'êtes pas une conscience unique qui saute entre les branches. Vous êtes toutes vos versions dans toutes les branches simultanément. Tenter le suicide quantique ne garantit votre survie que dans quelques branches. Par la majorité écrasante des autres, vous mourrez bel et bien. Est-ce vraiment un résultat désirable ? Vos copies meurent par milliers pendant qu'une seule survit par pure chance. Sean Carroll, lui aussi partisan des mondes multiples, va dans le même sens. Les expériences et les récompenses ne sont pas partagées entre vos versions futures. Ces versions deviennent des personnes distinctes lorsque le monde se divise. Vous ne pouvez pas choisir certaines versions futures de vous-même comme étant vraiment vous et pas les autres. Tuer certaines de ces versions futures est donc aussi grave que s'il n'y avait pas d'autre monde. C'est un meurtre, même si c'est un suicide. Où aboutit ce voyage vertigineux dans les profondeurs de la réalité quantique ? L'immortalité quantique est-elle une vérité profonde sur la nature de la réalité ? Une révélation qui change tout ce que nous croyons savoir sur la vie et la mort ? Ou une chimère philosophique ? Une illusion séduisante née d'une mauvaise compréhension de la mécanique quantique ? Un mirage qui disparaît dès qu'on s'en approche ? La réponse se trouve probablement quelque part entre les deux, dans cette zone grise où la science rencontre la philosophie. L'interprétation des mondes multiples pourrait être correcte. L'univers pourrait effectivement se diviser à chaque événement quantique, chaque mesure, chaque interaction. Des milliards de versions de vous pourraient vivre des vies légèrement différentes dans des branches parallèles qui s'étendent à l'infini dans toutes les directions possibles de la réalité. Cela ne signifie pas pour autant que vous êtes immortel. Du moins, pas de la manière simple et rassurante que suggère l'idée initiale. Pas de cette façon qui nous permettrait de défier la mort avec assurance. Votre conscience n'est pas un point immatériel et magique qui peut sauter proprement d'une branche à l'autre comme un surfeur entre les vagues. Elle est ancrée dans votre cerveau, tissée dans la chair et les neurones, dans la structure physique fragile et éphémère de votre corps. Quand ce corps se détériore, quand ce cerveau se désintègre cellule par cellule, votre conscience s'en va avec lui, se dissolvant dans le silence final. L'immortalité quantique ne nous enseigne peut-être pas que nous sommes immortels. Elle révèle que la question même de la mort est plus complexe que nous le pensions. Qu'est-ce qui meurt exactement quand nous mourons ? Notre corps, évidemment, notre cerveau, certainement, mais notre information, notre configuration particulière d'atomes et d'énergie, dans un univers où rien ne se perd jamais, où chaque bit d'information est préservé quelque part dans la structure du cosmos, peut-être que quelque chose de nous persiste. Pas notre conscience, pas notre expérience subjective, mais l'empreinte que nous avons laissée sur la tapisserie de la réalité, l'écho de notre existence dans la fonction d'onde universelle. L'interprétation des mondes multiples suggère que dans certaines branches de l'univers, des versions de vous continuent effectivement. Elles vivent des vies que vous ne vivrez jamais. Elles font des choix que vous n'avez pas faits. Elles voient des futurs que vous ne verrez pas. Sont-elles vraiment vous ? L'identité elle-même devient floue dans un multivers. Le vous d'hier est-il le même que le vous d'aujourd'hui ? Vos atomes ont changé, vos pensées ont évolué, vos souvenirs se sont transformés. Pourtant, vous vous sentez toujours être vous, le même fil continu de conscience. Ces autres versions dans leurs branches parallèles sont peut-être elles aussi vous, aussi légitimes, aussi réelles. La véritable révélation de l'immortalité quantique n'est pas que vous ne mourrez jamais, c'est que vous n'êtes peut-être pas aussi singulier que vous le pensiez. Chaque instant de votre vie est un point de ramification. Chaque choix, chaque hasard, chaque événement quantique crée de nouvelles versions de vous. Dans l'immensité du multivers, si tant est qu'il existe, votre histoire se décline en infinies variations. Certaines meilleures, d'autres pires. Toutes aussi vraies. Cela change-t-il quelque chose à la façon dont vous devriez vivre ? Probablement pas. Vous n'avez accès qu'à cette branche, cette réalité, cette version de vous. Dans cette version, la mort reste bien réelle, inévitable, définitive. Savoir qu'ailleurs, dans des dimensions inaccessibles, d'autres vous continuent leur voyage, apporte peut-être une forme étrange de réconfort, où cela rend tout encore plus vertigineux. Toutes les versions de vous sont également réelles. Laquelle est la vraie ? La réponse est simple et terrifiante. Toutes et aucune. Si cette exploration de l'immortalité quantique vous a fasciné, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la science assoupie, car les mystères de la physique quantique sont infinis, et nous continuerons à les explorer ensemble, une branche de la réalité à la fois.